Oui, merci d'être présent. Simplement pour préciser les raisons qui font que je suis là parmi vous pour modérer cette table ronde. Donc je suis militant à l'Association pour l'Ukraine. Donc pour l'Ukraine aujourd'hui est une association qui est aussi énormément impliquée dans la poursuite des criminels de guerre en Ukraine. Donc un travail a été fait sur le sujet des enfants déportés. Donc Maître Seba va en parler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, nous travaillons aussi sur tout ce qui est crime à caractère sexuel qui a été commis et qui est toujours en train d'être commis en Ukraine. Donc c'est un sujet qui est en cours. On a aussi un autre sujet dont on parlera plus tard, qui est comment la juridiction nationale ukrainienne peut faire face à cette situation, parce qu'il y a un petit problème sur le sujet, puisque le code pénal ukrainien ne reconnaît pas les crimes de guerre. Donc voilà un petit peu les panels, les différents sujets que nous allons discuter maintenant. Et simplement pour introduire le débat, je suppose que vous avez vu peut-être le documentaire qui est passé sur Arte il y a quelques jours de Manon Loiseau et de Ksenia Polchikova, qui remettait en perspective l'éventail de tous les crimes de guerre commis en Ukraine depuis un certain temps. Donc pour les rappeler, pour que vous voyez quand même prendre la mesure de ce que nous revoyons en Europe depuis les guerres en ex-Yougoslavie, ce sont quand même des attaques aveugles contre les populations civiles. Donc vous avez Butcher en tête, vous avez Izium en tête. Ce sont des traitements inhumains face à des personnes civiles. Donc ça, ce sont donc des tortures, l'électricité, des membres coupés, ce sont des viols. Ce sont des enfants enlevés, déportés, russifiés. Donc à cette date d'aujourd'hui, les chiffres donnent 20 000 enfants donc officiellement reconnus comme enlevés par les autorités ukrainiennes, et simplement 400 qui ont pu revenir à la date d'aujourd'hui en Ukraine. Ce sont aussi d'autres crimes dont on ne parle pas au moins, ce sont le pillage des biens culturels ou la destruction des biens culturels. Évidemment, vous l'avez vu avec Mariupol, mais sachez qu'actuellement, à Moscou, se trouvent en vente des tableaux qui ont été pillés en Ukraine. Vous avez aussi, comme autre crime, c'est les humanitaires, les journalistes qui sont tués en faisant leur travail en Ukraine. Donc nous avons aujourd'hui en France des investigations qui sont en cours autour du pôle crime de guerre, crime contre l'humanité du tribunal de Paris. Et aussi, et enfin, n'oublions pas, la chair humaine qui est utilisée par le régime russe pour assouvir ses fantasmes de pouvoir. Nous sommes aujourd'hui à plus de 400 000 soldats morts du côté russe. Du côté ukrainien, on est à plus ou moins 100 000. Donc aussi le côté char à canon que nous avons du côté russe, où à un moment donné, il faut aussi justifier cette situation-là. Rappelez-vous qu'il fut un temps, en Russie, quand nous avons eu comme ça de la chair à canon de soldats en Afghanistan, les mères de soldats s'étaient rebellées pour qu'effectivement soit mis fin à l'agression russe en Afghanistan. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout cela pour vous dire aujourd'hui un petit peu le panel de ce à quoi nous faisons face en Ukraine. Et les discussions que nous allons avoir tout de suite, c'est effectivement, donc, Maître Seba va nous remettre en perspective ce qui s'est passé autour de la déportation d'enfants. Et à la suite, Véronique interviendra sur la mise en perspective de tous ces crimes par rapport à la mentalité russe, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce n'est pas une nouveauté, nous l'avons déjà vécu sur d'autres théâtres d'opération. Voilà, Maître Seba. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Donc, très rapidement, je suis avocat au barreau de Paris. Je travaille au sein du cabinet Vigo avec Emmanuel Daoud et on a accompagné l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre dans la rédaction et l'envoi d'une communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale au sujet de la déportation des enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie. C'était en décembre 2022 que nous avions envoyé cette communication. C'est un travail qui durait depuis plusieurs mois à ce moment-là. Et donc, on a vu par la suite, évidemment, ce n'est pas grâce à cette communication, il y a eu énormément d'autres personnes qui ont travaillé sur ce sujet, les Ukrainiens en premier lieu, mais on a vu ensuite, en mars 2023, que les premiers mandats d'arrêt qui ont été émis par la Cour dans la situation en Ukraine l'ont été à l'encontre de Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, sa commissaire aux droits des enfants, entre guillemets, pour des faits de transfert forcé et de déportation des enfants ukrainiens vers la Russie. Moi, en tant qu'avocat,
Et je crois que Emmanuel Daoud également, qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans l'analyse juridique des crimes de masse et du droit international, je crois que ce qui nous a frappé, c'est que dans la situation en Ukraine, il y a une volonté des Ukrainiens en premier lieu de judiciariser au maximum cette guerre et de la judiciariser sur tous les fronts, c'est-à-dire d'un point de vue pénal auprès d'instances comme la Cour pénale internationale. Donc, quand on étudie le dossier, on se rend compte que la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale par les autorités ukrainiennes date non pas de 2022, mais de 2014. Et c'est dès 2014 que les Ukrainiens ont souhaité reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes qui étaient commis sur leur territoire, devant la CIJ, la Cour internationale de justice, on l'a vu, mais également et d'abord, je dirais même, par leurs propres tribunaux internes, par le travail qui est fait par le procureur général d'Ukraine et par les enquêteurs ukrainiens. Évidemment, devant l'ONU, avec les appels à la création de cette commission indépendante d'enquête de l'ONU en Ukraine, à l'OSCE. Voilà, un investissement de toutes les possibilités de judiciarisation de cette agression. Et bien sûr, on en discutera plus tard, mais la possibilité de créer un tribunal ad hoc un tribunal international ad hoc pour poursuivre et juger le crime d'agression. Et je crois que cela est assez significatif également de l'état d'esprit des Ukrainiens dans cette guerre et de leur volonté de reconnaître le droit international en tant que, on peut le dire, en tant qu'arme parmi d'autres dans cette guerre, mais également comme système de valeurs et système de compréhension de ce que c'est que les relations internationales. Et en cela, c'est également, évidemment, un contraste énorme avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc pour revenir un petit peu sur la Cour pénale internationale et cette communication que nous avions envoyée pour l'Ukraine sur la déportation et le transfert forcé des enfants. En 2022, lorsque l'on a travaillé sur cette question, en France notamment, mais plus largement dans le monde occidental, il s'agissait d'un crime qui était finalement, dont on parlait assez peu dans les médias et même très peu en France. C'était quelque chose qui était très peu connu, peut-être parce que moins visuel, moins lié directement au combat. La vision des crimes de guerre qui sont horribles évidemment, qui touchent les civils, les bombardements des quartiers aux abords de Kiev, on parle de Boutcha, évidemment la découverte des charniers, mais la déportation des enfants qui se faisait depuis beaucoup plus longtemps, depuis très longtemps, depuis 2014 au moins, on n'en parlait pas. Et on a voulu aussi mettre en avant ce crime-là et travailler précisément sur ce crime-là parce que la nature de ce crime nous paraissait particulièrement frappante et révélatrice de la nature de cette guerre, qui est une guerre d'agression, qui est une guerre qui tue énormément de civils, mais qui est aussi une guerre de destruction de la plus profonde de la nation ukrainienne. Donc, l'idée de cette communication à la Cour pénale internationale a émergé. La Cour pénale internationale qui est donc compétente pour connaître de ce crime sous la qualification de crime de guerre, de crime contre l'humanité, de crime de génocide. La déportation d'enfants est un élément constitutif de l'ensemble de ces trois crimes. Donc il était important de viser à chaque fois ces qualifications. On l'a vu, les mandats d'arrêt sont aujourd'hui délivrés sous la qualification de crime de guerre. Nous avions parlé, nous, plutôt de crime contre l'humanité et de crime de génocide dans notre communication, parce qu'il nous paraissait plus spécifiquement adéquat pour qualifier ces crimes-là. On pourra discuter ensuite des questions de qualification juridique, mais donc la Cour est compétente pour décerner ces mandats parce que l'Ukraine a choisi de reconnaître la juridiction de la CPI pour ce conflit. La communication à la Cour pénale internationale, c'est aussi un moyen pour la société civile ukrainienne, mais plus largement internationale, d'agir. Parce qu'on l'a vu, les Ukrainiens souhaitent judiciariser au maximum ce conflit, mais nous pouvons, avec évidemment toute l'humilité
qu'il faut avoir dans ces conditions-là. Nous n'avons pas accès au terrain. Nous avons travaillé surtout via des sources ouvertes sur Internet, avec un travail d'enquête extrêmement rigoureux que pour l'Ukraine a mené. Mais nous avons travaillé à notre niveau pour mettre en lumière ces crimes qui étaient étalés dans la sphère publique. Les Russes ne se rendaient pas compte que transférer des enfants des zones occupées en Ukraine vers la Russie constituait un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un crime pour lequel ils allaient devoir rendre compte. C'est-à-dire que dans les médias officiels ukrainiens, sur les réseaux officiels ukrainiens, on nous apportait toutes les preuves nécessaires à la documentation de ces crimes. Et évidemment, ensuite, le travail d'enquête sur le terrain a permis de corroborer ces dires de propagande et de montrer qu'ils étaient effectivement bien réels. Mais donc, on a travaillé à partir de sources ouvertes et c'est un moyen pour la société civile, pour les associations européennes, françaises, américaines, partout dans le monde, de contribuer à cette judiciarisation du conflit et à documenter à leur niveau ce qui se passe. Donc c'est un moyen de plaidoyer pour l'ONG. Mais j'aimerais aussi revenir sur un point. Une communication à la Cour pénale internationale, ça reste une communication. On peut voir dans les médias, dans la presse notamment, qu'on parle souvent de plainte, par une analogie qu'on fait avec le système pénal français. Il ne s'agit pas d'une plainte à proprement parler. L'Association pour l'Ukraine n'est pas victime de ces faits-là. Elle ne peut pas porter plainte pour ces faits-là. Il n'y a pas de partie civile devant la Cour pénale internationale. Il s'agit d'une communication qui est prévue par les textes. Le statut de Rome prévoit dans son article 15 que les associations peuvent envoyer des communications, mais cela reste une communication, c'est-à-dire qu'après coup, on a très peu de visibilité en tant qu'avocat, en tant qu'association, pour suivre exactement ce que le bureau du procureur a fait de cette communication. Est-ce qu'elle a eu un réel poids dans l'envoi la délivrance des mandats d'arrêt? On peut le penser, on peut l'espérer. En tout cas, elle a eu un poids en France dans la communication, dans la mise en lumière de ces crimes, et c'est déjà quelque chose que l'on pense extrêmement importante. Mais donc, il ne s'agit pas d'une réelle plainte, il s'agit d'envoyer des éléments, et on voit que le bureau du procureur, en tout cas, dans sa communication récente, met en valeur ces communications de manière générale, puisque il a mis en place un nouveau système qui permet d'envoyer des éléments de preuve et des communications de manière anonyme et beaucoup plus efficace. Là, très récemment, il y a 6 mois, pour permettre à la société civile d'envoyer le plus possible de preuves. Et ça, c'était aussi un élément qui est important pour nous, parce que l'on pouvait se demander si, pour des situations comme l'Ukraine, envoyer des communications, envoyer des preuves à la Cour pénale internationale alors qu'on est une association française, on est français, est-ce que ça n'allait pas plutôt les submerger d'informations? Ils ont des informations de toutes parts. Eh bien non. Ce que nous dit le bureau du procureur, les peu de choses qu'ils nous disent, c'est qu'ils valorisent la communication avec toutes les composantes de la société civile. Et je crois qu'on peut dire que beaucoup d'Ukrainiens valorisent également l'investissement qui est mis dans ces communications. Pour revenir plus sur les faits, mais je crois qu'on en parle énormément maintenant du transfert et de la déportation des enfants ukrainiens, mais à ce moment-là, donc on parlait, je crois que c'était plutôt 12 000 enfants qui étaient identifiés comme ayant été transférés, déportés de force à l'époque de la communication. Maintenant, on est plutôt autour de 20 000. Ce sont des personnes, des enfants qui ont été identifiés. C'est-à-dire qu'on doit imaginer que c'est beaucoup plus. Parce que, voilà, ce sont les enfants. De 700 000 enfants. Les Russes parlent de 700 000 enfants. Bon, il faut aussi prendre ces chiffres avec des pincettes, mais il faut aussi faire la différence entre les enfants qui ont été déportés en tant que tels, c'est-à-dire qu'on est allé chercher en tant qu'enfants dans les institutions, dans leur famille, et les enfants qui ont été déportés avec la masse des civils
qui ont tous été déportés. Donc effectivement, si on prend l'ensemble des enfants qui ont été transférés ou déplacés de force, on a des chiffres, 300 000 selon les Ukrainiens, 700 000 selon les Russes, absolument colossaux. Mais les enfants qui ont été déportés en tant que tels, en tant qu'enfants, 20 000 ont été identifiés, 400 sont revenus avec un travail extraordinaire des autorités ukrainiennes et des ONG ukrainiennes. Et des parents. Et des parents, évidemment, qui sont allés les chercher. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont revenus, mais qui ne sont pas revenus parce qu'ils ont été rendus. C'est des enfants qui sont revenus parce que leurs parents ont fait des voyages de milliers de kilomètres pour aller les chercher en territoire russe, évidemment avec tout le danger que cela comporte. Avec l'aide d'ONG, notamment Save Ukraine, qui est une ONG ukrainienne qui fait un travail formidable sur la question. Donc voilà, ce sont des enfants qui ont été déportés. Et pour revenir à cette question des qualifications, pourquoi nous avons parlé de génocide ? Le génocide, simplement pour rappel, selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale, c'est le transfert, en l'occurrence le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre, dans l'intention spécifique de détruire le groupe national ukrainien, en l'occurrence, en tout ou partie. Et lorsque l'on parle de détruire au sens du statut de Rome, ce n'est pas détruire seulement culturellement ou linguistiquement, c'est détruire physiquement, biologiquement. Et donc le transfert d'enfants est visé en particulier dans le statut de Rome, parce que le transfert d'enfants d'un groupe à un autre vise à diluer un groupe, physiquement, biologiquement, dans un autre, pour renforcer un autre groupe. Et c'est-à-dire qu'on le voit avec ce transfert d'enfants, ce sont des enfants qui perdent leur nationalité ukrainienne, qui perdent leur langue ukrainienne, qui perdent tout lien avec leur nation, avec leur famille, et qui perdent, dans beaucoup de cas, également leur patronyme, leur nom de famille et leur identité. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui, à terme, ne seront quasiment pas retrouvables. Voilà. C'est en cela qu'il y a vraiment un effacement de cette identité ukrainienne et donc un transfert et donc un risque génocidaire dont on a parlé dans la communication et qui illustre bien, je trouve, la nature de cette guerre également, qui est évidemment une guerre de destruction matérielle, en vie civile, mais également une guerre de destruction de l'identité ukrainienne dans la déportation de ces enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire ? Donc il y a à la fois le bilan de ces 2 ans de guerre, et qu'est-ce que l'on peut faire ? On a parlé d'action, donc on continue à travailler sur qu'est-ce qui pourrait être la suite devant la CPI. Donc les mandats d'arrêt ont été délivrés. Maintenant, on est devant un mur qui est que devant la CPI, on ne peut juger une personne que si elle est physiquement présente à l'AE, c'est-à-dire qu'elle a été arrêtée et remise aux autorités de l'AE. Il n'y a pas de procès in absentia. Procéduralement, la prochaine étape pour Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, c'est normalement ce qu'on appelle la confirmation des charges, c'est-à-dire une audience dans laquelle on va confirmer les charges qui pèsent contre eux avec un standard de preuve plus élevé et où on va figer finalement la prévention. Qu'est-ce qu'on leur reproche et sous quelle qualification ? Cette confirmation des charges peut se dérouler in absentia dans certains cas, mais certains cas extrêmement précis, c'est-à-dire que c'est quand la personne n'est pas localisable, qu'on ne sait pas où elle est, là, elle est localisable, juste on ne peut pas l'attraper. Mais, et ça c'est un point important, on parlait des sanctions économiques qui sont très mal appliquées tout à l'heure, le mandat d'arrêt a une nature différente des sanctions économiques. C'est un acte judiciaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra négocier dans un futur. Ce n'est pas un élément politique de négociation. Ce mandat d'arrêt, il est là pour perdurer, tant que la personne n'est pas arrêtée. Alors ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Évidemment, on espère que ce ne sera pas aussi lointain, mais ce n'est pas quelque chose de négociable. C'est un acte judiciaire. Et en cela, c'est quand même très différent des sanctions économiques, par exemple, qui peuvent toujours être renégociées à un horizon plus ou moins lointain dans une négociation politique. Le mandat d'arrêt est totalement différent. Véronique, pour prendre la suite. Merci Merci de m'avoir invité et pour ce moment passé ensemble dans cette situation, ce terrible anniversaire de 2 années de guerre. Alors,
je voulais essayer avec vous de réfléchir, ayant travaillé sur la différence qu'il y a entre une violence de guerre, mettons, pour dévorer une ville, pour dominer politiquement, économiquement un espace, et quelque chose d'autre qu'on va appeler, que eux-mêmes, les militaires appellent les bavures, les atrocités, tout ce qui se passe à côté, et qui en principe n'est qu'à côté, et devrait être secondaire. Donc la question du lien entre violence et cruauté, mais pas cruauté au sens psychologique, mais au sens tactique, au sens de pratique collective. Et donc là, je voudrais juste, avec vous, réfléchir à quelque chose d'assez précis et d'assez particulier que j'appelle la question du seuil. Alors, il s'agirait de réfléchir à l'inhumanité ou à la criminalité politique d'État, comme par exemple celle du régime actuel russe, en fonction non pas des droits de l'homme, et depuis la guerre en ex-Yougoslavie, que n'a-t-on entendu des gens les droits de l'homiste, ils font de la morale, alors que les autres, voilà, les mères pour la paix, avec leurs gros lolos, qui sont là, pendant que eux, les géopoliticiens, ils sont très sérieux, ils savent se salir les mains, etc. C'est-à-dire quelque chose qui pèse sur l'idée des droits de l'homme comme étant, bon, un constat moral, c'est très bien, vous dénoncez les droits de l'homme, et maintenant, coucou ch'panier, on va faire les choses sérieuses, la guerre, la politique, etc. Or, je pense qu'il faut, à l'intérieur de la géopolitique, poser la question, non pas morale de la question des droits de l'homme, mais politique, qu'est-ce que ça nous indique ? Et si on avait réfléchi dès 1999 aux façons de faire de la politique, de faire des attentats, de faire sa guerre, depuis les attentats de 1999 et la première guerre de Tchétchénie, que moi, le défenseur des droits de l'homme, j'ai suivi pas à pas toutes les manifs misérables, les manifs où il y a la cause la plus énorme et le moins de gens possible, c'est des coefficients atroces. Bon, enfin bref. Et donc, si vous voulez, si on avait réfléchi à ce qu'impliquait politiquement, et surtout dans les rapports, l'espèce de jeu d'échecs, du jeu diplomatique avec des régimes qui font ce genre de choses, si on avait réfléchi, à mon avis, on aurait perdu moins de temps, on se réveillerait moins à chaque crime. Quoi, il tue Navalny, mais c'est stupéfiant. On serait alerté, les Français auraient une espèce de plus grande vigilance, je dis pas, et une plus grande anxiété. Et moi, je respecte la peur, je respecte l'anxiété, de savoir à quoi on a affaire, mais à qui on a affaire. Et comme on moralise les droits de l'homme et on pense que la géopolitique, c'est très sérieux, ça c'est important, on a loupé peut-être un coche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire que la façon dont un régime traite, les populations vaincues qu'il a dominées dans une action militaire, 2, les plus précaires, les plus vulnérables de sa propre population. La façon dont il les traite, plus ou moins correctement, c'est pas le paradis dans les démocraties, mais si plein de gens veulent immigrer, c'est parce que les plus vulnérables sont un peu moins maltraités que dans les régimes non démocratiques. La façon dont il les traite nous donne des informations. Alors, dans les crimes qui sont commis par le régime de Moscou, comme le président russe ne veut pas prononcer certains noms magnifiques, comme le nom d'Alexei Navalny, il ne veut pas le prononcer parce que ne pas prononcer un nom, c'est nier, c'est effacer, c'est annuler une présence. Donc moi, je ne prononce pas son nom à lui non plus. Donc le pouvoir, qu'est-ce qu'on remarque d'assez particulier ? Et là, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à la notion de seuil. Je vais prendre 2 exemples. Donc l'inhumanité et la criminalité politique d'État, non pas d'un point de vue moral, non pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue de l'ethnologue du contemporain. Ce dont je vais vous parler, c'est dans les séries, c'est dans Tintin, c'est dans nos films, c'est absolument partout. Et j'ai trouvé un exemple parce qu'il était beau dans Andromaque. Donc voilà, acte 1, scène 2, c'est Pyrrhus. Il a quelques souvenirs, Pyrrhus. Donc c'est la nuit où il prend 3. Tout était juste alors. La vieillesse et l'enfance en vain sur leur faiblesse appuyaient leur défense. La victoire et la nuit, plus cruelles que nous excitaient au meurtre et confondaient nos coups. Et là, je passe un peu. Mais que ma cruauté survive à ma colère, 1 an après, il dit, mais parce qu'on lui demande de tuer l'enfant, etc. Et non, il ne veut pas, voilà. Que malgré ma pitié dont je me sens saisir, dans le sang d'un enfant, je me baigne à loisir. Non. C'est-à-dire que lui fait un seuil. Alors,
je fais une lecture sauvage, enfantine, boulimique de Racine. Voilà, vous l'avez compris. Et je respecte les lectures savantes, littéraires de Racine des collègues. Mais je pense qu'on a le droit de faire aussi de cette façon. Et donc, la victoire est la nuit plus cruelle que nous. Les crimes en situation, donc vous voyez, on n'est plus dans le droit, c'est-à-dire ces 10 ans de siège, la haine qui est croissante de l'ennemi, la victoire, ça y est, il rentre, ça y est, c'est la victoire, enivrante, psychotrope, la nuit vertigineuse qui confond tout. Dans Flaubert, il y a dans Salammbô, ivre de vin et de sang pendant 3 jours, où ils vont faire les crimes dans la ville enfin prise. Donc ce moment, si vous voulez, chaud, de fureur, où les crimes sont commis, la vieillesse et l'enfance, des crimes atroces. Et puis, il y a un fossé, un an passe, la durée, tout est refroidi, et il y aurait une autre cruauté froide, l'inhumanité froide, diront on continue à les tuer, on continue à se venger un an après, même les enfants, etc., tranquille, une autre forme d'humanité, si vous voulez, et la distance entre les deux pour Pyrrhus, il dit qu'il regrette à un moment tous les crimes qu'il a faits. Si vous voulez, Pyrrhus ne franchit pas ce seuil-là. Ce seuil-là, il ne le franchit pas. Le seuil entre, mettons, on va appeler ça violence d'un côté et cruauté de l'autre. Mais au moment de la fureur, la violence était cruelle. Mais disons, inhumanité froide, crime d'inhumanité de l'autre. Alors, la question du seuil, qu'est-ce qu'on franchit, qu'est-ce qu'on ne franchit pas? Et vous voyez, une hésitation... ça, c'est très important dans les rapports humains. Quelqu'un traverse la rue, tombe. Est-ce qu'on rit ou est-ce qu'on se précipite à son secours? Vous voyez, c'est voilà, ça, lui, Pyrrhus, niette pour des tas de raisons, d'ailleurs, qui ne sont pas très glorieuses parfois. Voilà. Et alors, j'ai trouvé un autre seuil. C'était absolument un hasard. On peut trouver partout, dans Tintin, partout. C'est dans Alfred de Vigny, donc 1826, je crois, dans Saint-Marc. Il y a un siège encore, la guerre, ils se font la guerre tout le temps, etc. Et à un moment, le héros voit le rempart de l'ennemi et les sentinelles qui passent à sa portée. Texte. Il savait qu'une convention tacite des 2 armées empêchait que les tirailleurs ne fissent feu sur les sentinelles, ce qui eût été regardé comme un assassinat des 2 côtés. Et je me suis dit en lisant ça, bon, ça c'est pas forcément une valeur historique sur tel cas, tel siège, etc. C'est Alfred de Vigny. Mais pour que tout à coup, au fil d'un roman, début du 19e, où l'auteur fasse une telle différence entre un accord tacite, or on sait maintenant, les historiens des guerres, et en ce moment en France, l'histoire des guerres explose de travaux formidables, et très pointus, et très comme ça, qui traquent le réel des faits pas à pas. Et donc on sait que dans l'histoire des guerres, eh bien, il y a des trêves implicites. Est-ce que c'est de la morale? Est-ce que c'est du rituel? Est-ce que c'est de la culture? Voilà, mais il n'a pas envie. Il dit tuer cette sentinelle, c'est très facile, c'est de l'assassinat. On est en guerre. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que, par exemple, un Prigogine montre la façon dont avec un marteau, il défonce le crâne d'un de ses soldats pour le punir avec tant de fierté? C'est pour lui, alors pour lui, c'est l'inverse. Le torturer, défoncer un corps humain, c'est pas un crime, c'est un exploit. Et ça, vous voyez, c'est pas de la morale seulement, c'est la question des conditions de possibilité culturelle de faire ou de ne pas faire certains crimes, d'accomplir ou de ne pas accomplir certains crimes. Or, dès le début de la prise de pouvoir, il n'y a pas seulement l'histoire du Kursk, etc. Dès le début, l'usage tactique de la cruauté, voire je dirais du sadisme, est avéré côté pouvoir du Kremlin, pour plein de raisons sans doute, qui sont aussi des raisons historiques, que aussi les historiens ont restituées. Alors là, je vais très vite, mais il y aurait des tas de travaux qui existent déjà. Donc le lien entre KGB, FSB et le monde du crime, voilà, ils se sont mélangés, c'est les mêmes, ils parlent le même langage, etc. Y compris le lien, le fait que la structure stalinienne extrêmement mortifère s'est mariée avec une espèce d'idéologie ultra
réactionnaires au sens l'orthodoxie, les femmes, etc., contre dépénalisant la violence conjugale, etc. Ce côté-là est très instructif, important. Et puis quand même, ne pas oublier, et je me souviens du grand papier magnifique de Navalny sur la corruption, qui attaquait d'ailleurs le problème dans son ensemble. Il faut voir aussi, il y a eu pas mal d'enquêtes sur les mafias internationales. Il y avait un article dans Le Monde sur la mafia de Gênes, une des pires qui choisit Moscou. N'oublions pas que la banque de crypto-monnaies qui a irrigué le Hamas est à Moscou. Moscou draine actuellement toute la criminalité financière de la planète, qui préfère 1000 fois un totalitarisme où on peut blouser tout le monde que des ennuis avec des juges, que sinon il faut tuer les juges, il faut toujours assassiner les juges en Italie, les journalistes, les juges, les mafieux, ils assassinent tout le temps. Et remarquons que la violence mafieuse, contrairement à la violence de guerre, qui est une nécessité pour que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'une mafia ne peut pas fonctionner, faire ses prédations sans sa violence. Sa violence est un moyen politique central, absolument nécessaire. Et elle sera respectée si elle est extrême, c'est-à-dire d'une grande cruauté. Donc celui qui a parlé, on lui coupe la langue, celui qui a vu, on lui arrache un œil, les enfants n'échappent pas. Il y a des moments historiques où il n'y a pas de violence sexuelle dans la violence des mafias, mais elle est vengeresse. Et tuer un opposant un an après toute une année, après le détruire à petit feu, et envoyer 2 types du FSB 2 jours avant son assassinat, qu'ont-ils fait, que s'est-il passé, tout au bout, c'est lui comme la chèvre de Monsieur Seguin, on arrive jusqu'au bout. Sauf que le loup de la chèvre de Monsieur Seguin, il n'avait peut-être pas d'intention, mais là, il y a une intention, c'est-à-dire qu'il y a un assassinat au bout, en fin du processus de destruction physique, mais on n'a pas détruit la personne morale, de l'opposant, ce qui est d'une cruauté extrême. Et vous voyez, la cruauté, quand je dis sadisme et cruauté, je ne voudrais pas tout de suite qu'il y ait une espèce de psychologie, de psychanalyse. Quand les choses sont collectives, tout est différent. Mais on manque de mots. Et donc, dès le départ, regardez, un avion survole un endroit, à Mariupol, il a marqué « enfant », en gros. Et bien peut-être que quelqu'un pourrait dire « bon, ben ça, je le fais pas », comme Pyrrhus, qui bon, une petite hésitation, si vous voulez, 1 millimètre d'hésitation. Ça change tout. 600 enfants épargnés. Et quelqu'un d'autre dit « ouais, il y a les enfants, ça c'est bon, j'y vais ». Vous voyez la différence. Et cette différence, c'est la cruauté. Cette différence, c'est la marque, la façon de faire, tant à l'intérieur, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, du pouvoir actuel au Kremlin. Donc Mariupol, les exemples aussi, le siège de Mariupol, je pense que les films nous feront pleurer des larmes de sang, et puis on l'a complètement oublié. Quand on dit « ah, ils peuvent enfin partir » après, donc les bombardements atroces, les Maccabées partout, les gosses qui sortent, ils perdent les parents perdent... Et on dit « ah ben, ils peuvent sortir un petit couloir, les Russes acceptent ». Ils vont vers le bus, vers le truc, et bien sûr qu'ils sont bombardés. Mais c'est bien sûr qu'ils sont bombardés. Et vous voyez, on n'a pas, moi qui aime bien relire, je trouve que Racine, ça se lit comme du polar. Et donc j'adore, bon comme ça, c'est pas vraiment boulimie. Et donc, il y a des périodes culturelles où on a le langage pour dire trahison, félonie, veulerie, déshonneur, d'un type qui... Enfin, les gens de Mariupol, déjà épuisés, ils n'ont pas mangé, ils sont dans un état... prennent le bus... ah, ils peuvent partir, ils vont quitter l'enfer. Et je me souviendrai aussi, et on leur tape dessus. C'est pas de la guerre, ça, c'est de la cruauté pure. Aussi en Syrie, ce médecin qui nous avait dit, maintenant on sait pourquoi. Le premier bombardement, des blessés, des gosses, etc. Tout le monde va chercher, et on va dans le centre de soins. Et ce médecin m'a dit, regarde le ciel, il voit un petit point noir qui grossit 2 heures après. Et c'est un seul Tupolev qui vient bombarder le centre où on est en train de soigner les gens du premier bombardement, et il a eu l'adresse, maintenant on le sait, grâce aux informations à l'ONU, où toutes les adresses des lieux de soins en Syrie étaient données. C'est un cauchemar. Et donc, si vous voulez, revenir, vous voyez, on est très loin même, on dit, les comparaisons sont interdites, mais on a des guerres, même à des périodes très anciennes, où la ritualisation de la guerre fait qu'on épargne la trêve. Bon, allez, à Noël, on fait une trêve. Vous avez entendu parler de trêve de Noël? Voilà, maintenant, on va les laisser prendre, par exemple, très souvent dans les guerres anciennes de l'Ancien Régime français, on laissait quelques heures pour que les gens viennent rechercher les Maccabées, voilà, on faisait rien. Et ça, je ne dis pas que c'est de la morale,
Ça, c'est quelque chose qui, dans la forme de guerre mise en place par le pouvoir actuel du Kremlin, et fait un usage de la cruauté, si vous voulez, les seuils sont franchis, les seuils de transgression, des choses qui font le plus mal, les plus laides, y compris donc dans les crimes bien plus graves. Le problème des crimes bien plus graves, donc qui doivent être définis juridiquement, donc enlever des enfants, la façon dont ça s'est fait, donc si vous avez suivi les dossiers, imaginez les parents sont d'autant plus sérieux dans leur déposition juridique qu'ils ne dorment plus. En plus, on sait qu'en Russie, pour les adolescents, il y a les enfants petits, ils vont oublier, c'est une tragédie, et puis il y a les adolescents, et figurez-vous que les adolescents, certains d'entre eux, et peut-être qu'ici, vous savez, les uns et les autres savent ce que c'est qu'un adolescent, ne comprend pas et ne veut pas être russifié. Et il y a des centres en Russie pour russifier, tenus par tel groupe de l'Église orthodoxe, tenus par telle milice, de je ne sais plus des noms effrayants dont j'ai oublié. Mais vous vous rendez compte, les parents, et voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces centres? J'aime mieux ne même pas poser la question, parce que c'est quand même des situations de cauchemar, que même dans des films, on dirait là quand même le scénariste, il pousse, il va quand même... Vous voyez, c'est le mauvais scénario du film dont on pensait que c'était tellement nul que ça ne pouvait pas exister. Voilà. Alors, j'avance un petit peu, je voudrais juste là dire que à la fois il faut caractériser la cruauté de ce régime qu'elle met en place tout le temps et qui est à l'œuvre, bien sûr, dans la destruction du bâti de façon insensée, ce qui reste de ces villes, de Mariupol, de Advichka, quand les canons russes sont passés par là, et puis le vol systématique de tout, et aussi, chose très importante et qui va aussi dans le sens de l'État mafieux criminel, la question du mensonge. Et là, Poutine a été interrogé là, récemment où il dit l'opération spéciale, c'est une histoire de vie et de mort pour la Russie. Je me dis, pourquoi il dit ça? Ça m'a posé une question, peut-être, il y aurait des réponses de vie et de mort, parce que l'énorme mensonge qu'il assène à sa population tous les jours, prend des proportions bien plus gigantesques, à mon avis, et c'est une entreprise bien plus démente que le mensonge jadis, qui était cas par cas, le FSB construit la bonne version de la réalité, ou les bonnes versions qui se succèdent, ça fait rien si c'est discordant, le mensonge déconcertant, qui est bien étudié par ailleurs, mais le mensonge spontané a quelque chose d'autre. Et c'était frappant la façon dont il utilisait, surtout au début de la guerre, toutes les émissions des victimes qui, sur la télévision ukrainienne, disaient leur souffrance, et on prend la vérité de leur souffrance sur leur visage. Toute la nuit, le FSB travaille, le lendemain, ils utilisent, c'est ça le mensonge, ce morceau de vérité de la souffrance des victimes en disant « ce sont les Ukrainiens nazis, voilà ce qu'ils font », et ils montrent leur propre « voilà ce qu'ils font ». C'est-à-dire cette espèce de retournement, de prédation de la version des faits des victimes, de la part du mensonge de l'agresseur, fait partie du crime, moi je dis crime, contre les oreilles de l'humanité. Donc je voudrais juste terminer là-dessus. Il n'y a pas que... Le film de cauchemar des crimes que nous dénonçons, des crimes très graves de guerre, de destruction, de vol, nous empêche peut-être de voir, il nous masque par son côté cinématographique l'inhumanité assez précise, assez inquiétante, et sur lequel on aurait dû s'alerter bien plus tôt, et qui fait que quand le crime est facile, tuer sur des enfants, détruire parce qu'on est les plus forts, écraser ses propres soldats qu'on envoie comme s'ils étaient de la matière déjà ce sont des déchets si vous voulez. Et quand on a cette espèce de façon de faire la guerre extrêmement inhumaine, ça veut dire que, on fait les choix tout de suite quand c'est facile, et deux, extrêmement rapidement. Là où quelqu'un a une hésitation, eux n'ont pas d'hésitation. Ça veut dire qu'en face, on a toujours 2 métros de retard. Ça veut dire qu'on est toujours, oui, il ouvre le barrage. Il ne va pas ouvrir le barrage, il ne va pas inonder, il ne va pas faire ce crime contre l'humanité. Mais si, il le fait. Il ne va pas à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, il ne va pas faire ceci, cela. Mais oui, il la transforme en chambre de torture et il est au bord de l'accident en permanence et peut-être il va le faire, ça va être le stade prochain. Mais quand même, il ne va pas violer le ciel aérien en mettant une bombe
alors que depuis 67, plus personne ne touche au ciel, etc. Mais si. Et donc, si vous voulez, comment il va attaquer? Mais oui, il attaque, il enveloppe les enfants, mais bien sûr, il faut comprendre que dans le système culturel de ce pouvoir, donc viriliste et ayant posé la violence comme performance, la violence n'existe plus, c'est une performance. Et le plus sadique des gardiens du camp, c'est celui qui va avoir le plus de promotion, le groupe de Boutcha décoré, parce que le sadisme démontre politiquement au chef qu'on est impur, qu'on peut compter sur vous. Moi, j'avais bien vu ça dans les témoignages de la guerre en ex-Yougoslavie. Le plus méchant, le plus cruel, c'est celui que préfère le tyran, parce que vu tout ce qu'il fait, quand même, qu'est-ce qu'il se mouille? Il viole, il tue, il torture, on peut compter dessus. Et d'autre part, le troisième mécanisme, c'est l'impunité. L'impunité dans la durée, qui n'est pas seulement l'impunité juridique, qui fait l'espèce de confort de la cruauté, par exemple, utiliser la torture, c'est incroyable. La torture qui a été tellement mise en question dès le XVIIIe siècle, des livres admirables en Europe contre la torture, qui était la question qui était utilisée, la torture, qui maintenant est acceptée de tous les côtés. On sait qu'ils torturent tout le temps, mais c'est quand même... Dans les prisons, en temps de paix, dans leurs commissariats, et bien sûr, les prisonniers, on a tellement peur pour eux. Donc, si vous voulez, le degré d'inhumanité de ce pouvoir, pas la peine de dire « oh, c'est Hitler », est à un point extrême, mais il faut le comprendre pour savoir à qui on a affaire. C'est un pouvoir très dangereux, sans doute le plus dangereux qu'on ait au XXIe siècle, je vous dis. Voilà. Je suis trop longue. Rappeler une chose. Vous vous rappelez, en avril 2022, nous avons donc eu une mission de l'AIEA qui est enfin arrivée à Zaporoye pour visiter la centrale nucléaire avec des équipes télévision. Et donc, quand les forces russes ont pris le contrôle de la centrale, le personnel ukrainien est resté dans la centrale. Il aura fallu attendre octobre pour apprendre que lorsque les forces russes sont entrées dans cette centrale, ils ont enlevé les enfants du personnel ukrainien pour que celui-ci reste dans la centrale. Il aura fallu attendre 6 mois pour que cette information soit révélée. Aujourd'hui, en Russie, si on veut faire la comparaison avec l'ex-Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, ça a été compliqué, mais le CICR, le HCR, les différentes organisations internationales avaient accès au camp où étaient détenus les prisonniers. Aujourd'hui, en Russie, vous pouvez interroger l'UNICEF pour savoir dans quelle mesure elle est capable de voir où sont les enfants enlevés. L'UNICEF en Russie, c'est 3 personnes. Aujourd'hui, quand on parle de l'ex-Yougoslavie, Milosevic, de façon formelle, n'a jamais assumé directement sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé en Bosnie. Aujourd'hui, vous avez des images de Poutine signant les oukases pour avoir la russification des enfants enlevés en Ukraine. On en est à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, ce que disait Maître Seba tout à l'heure est intéressant, c'est qu'en fait, comme on n'a pas la force sur le terrain pour gagner, on est dans la force du droit. Et aujourd'hui, les victimes, l'appareil judiciaire ukrainien fait un travail de judiciarisation de tous les crimes commis en Ukraine, en se disant, ben voilà, un jour nous arriverons à, d'une part, assurer la reconnaissance du droit des victimes à leur reconstruction. Aujourd'hui, je suis au contact, par le biais de la DDP et par le biais de PLU, auprès d'associations qui travaillent auprès de femmes qui ont été victimes de sévices sexuels en Ukraine. Ces femmes-là, aujourd'hui, ne peuvent pas se faire reconnaître un statut de victime de guerre parce que le droit pénal ukrainien ne reconnaît pas les crimes de guerre. Aujourd'hui, en Ukraine, les seules personnes qui peuvent éventuellement se faire reconnaître un statut de victime, ce sont les militaires, par la force des choses. Mais toute victime civile en Ukraine aujourd'hui n'a pas ce statut de victime de guerre. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui se mène sur cette judiciarisation. Imaginez simplement quand on travaillait en ex-Yougoslavie, pour établir un dossier qui puisse tenir la route devant la Haye, entre le temps de recueillir les témoignages, d'aller sur le terrain, ceci, cela, il fallait plusieurs années. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, vous filmez en direct les crimes. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les criminels témoignent en direct de leurs crimes. Vous vous rendez compte un petit peu du changement de paradigme. Aujourd'hui, en Ukraine, nous sommes face à plusieurs dizaines de milliers de dossiers en cours d'investigation. Donc là, c'est la question que j'ai posée à Maître Seba dans un premier temps. Comment la justice peut faire face? Est-ce que la justice nationale peut faire face? Est-ce que la justice internationale peut faire face? Et à partir de là,
comme on est toujours dans ce système, ben voilà, la personne qui a été violée par un soldat, c'est pas la même chose, effectivement, si on est dans une hiérarchie où on va taper Poutine. Donc, on est dans des soucis comme ça où, effectivement, comment on établit le lien entre la personne qui a été victime d'un crime et la personne qui a commis ce crime. Oui, j'aimerais revenir, je vais répondre à votre question, mais sur ce que vous venez de dire sur l'importance des nouvelles technologies, des vidéos, des images. Effectivement, et je l'ai dit, nous travaillons surtout en sources ouvertes, donc à partir des images qui étaient là. Mais ce qui est aussi important, et je crois assez inédit en Ukraine, c'est que la Cour pénale internationale, l'ONU, a accès au terrain, a un accès direct avec une coopération extrêmement forte des autorités judiciaires et policières ukrainiennes, ce qui est, je crois, assez inédit dans l'histoire de la justice pénale internationale. Donc c'est aussi cette coopération-là qui permet d'avoir des dossiers aussi fournis et aussi accablants extrêmement vite. On peut faire la comparaison avec d'autres situations extrêmement graves. On pense à la Syrie où ce n'était pas possible. L'Afghanistan, ce n'était pas possible. Voilà, pour diverses raisons. Et évidemment, il n'y a pas de coopération avec les personnes sur place. L'accès au terrain est fermé. On peut penser aussi évidemment à Gaza. L'accès au terrain est fermé. Le procureur de la Cour pénale internationale ne peut pas accéder. Alors qu'en Ukraine, il peut accéder très facilement au terrain. Et en plus, l'histoire militaire du début de l'invasion à grande échelle a fait que des territoires qui étaient sous contrôle très précaire de l'armée russe ont été repris très vite. Et donc les enquêteurs ont pu arriver extrêmement vite à Boutcha, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a permis la constitution d'énormément de dossiers et quelque chose aussi d'extrêmement nouveau, je crois, qui est une justice pénale qui se fait au jour le jour pendant la guerre. C'est-à-dire qu'on rend la justice pendant la guerre et il ne s'agit pas seulement d'une justice militaire. Il ne s'agit pas de juger seulement les soldats qui sont en désertion. Voilà, ce qu'on peut voir de la justice militaire, qui est une justice très particulière, qui est parallèle. Là, c'est vraiment la justice pénale. Et comment l'on peut donner les moyens à la justice d'accéder aux personnes qui sont auteurs de ces crimes et d'aider les victimes de ces crimes-là. C'est une question évidemment de moyens financiers d'une part, mais pas seulement. C'est aussi une question de répartition des rôles. Et la Cour pénale internationale a une compétence qu'on appelle complémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'est là que pour juger les personnes les plus responsables. C'est comme ça que le terme est employé, c'est-à-dire les personnes qui sont en haut, et d'ailleurs les personnes qu'elle est la seule à pouvoir juger dans un système international, les personnes qui sont protégées normalement par des immunités. Vladimir Poutine, comme tout chef d'État, a une immunité, peu importe le caractère extrêmement autoritaire, extrêmement meurtrier, extrêmement criminel de l'État en question, du régime en question. Il est protégé par les immunités. Juridiquement, aucun État ne peut juger Vladimir Poutine à part la Russie elle-même. Et les juridictions internationales comme la Cour pénale internationale. Donc elle est la seule à pouvoir juger ces personnes-là. En revanche, pour ce qui est du crime de tous les jours en Ukraine, malheureusement, c'est-à-dire du soldat russe qui va tirer sur des civils ici ou là, ça c'est à la justice ukrainienne de poursuivre. Bien sûr, c'est extrêmement difficile puisqu'elle est en état de guerre, elle ne peut pas forcément arrêter les personnes, mais si elle le peut, quand elle le peut, c'est cette répartition-là qui doit s'opérer, d'où le problème également de l'absence de crimes de guerre dans le code pénal ukrainien, qui est une anomalie dans l'arsenal juridique, une anomalie quand on reconnaît la Cour pénale internationale et donc le crime de guerre, puisque c'est le crime de guerre. Le crime de guerre fait partie évidemment des crimes qui peuvent être poursuivis dans la Cour pénale internationale. Et donc voilà, il y a énormément de choses à faire. Des victimes, une fois que le procès est engagé dans la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a confirmé les charges,
qu'on a ramené la personne qui est visée par les mandats d'arrêt à La Haye. Les victimes ont aussi une voix au chapitre devant la Cour pénale internationale, ce qui est différent de tous les tribunaux pénaux internationaux précédemment, c'est-à-dire le tribunal pénal international en ex-Yougoslavie ou le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour parler seulement des deux tribunaux ad hoc récents. Il n'y avait pas de statut de victime. Devant la CPI, il y a un statut de victime avec des réparations, mais ça prend extrêmement beaucoup de temps. Enfin, c'est extrêmement long. Non seulement c'est extrêmement long pour arriver à attraper les personnes, à les arrêter, à les transmettre, mais après coup, à les juger, puis après à décider des réparations, c'est des temps qui sont colossaux, qui sont malheureusement les temps de la justice aujourd'hui, la justice pénale internationale. Non, moi je répondrai aux questions. Oui, peut-être des questions dans la salle. Bonjour. J'ai plusieurs questions, j'essaie d'être brève. Vous avez parlé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je voulais savoir en termes de texte et de base, de fondement, à quoi ça correspondait. Est-ce que c'est le statut de Rome, les conventions de Genève, donc les Nations Unies, donc la CPI? Est-ce que c'est cet apanage pas de texte? Et je voulais savoir aussi, vous avez dit que je comprends que la valeur principale de la justice à l'heure actuelle, c'est vraiment de collecter des informations, des preuves, de faire un travail énorme en fait de reconnaissance en fait de terrain de ce qui est en train de se passer en termes de violation du droit international, voilà. Ce que je voulais savoir, c'était, je comprends aussi que c'est du long terme, pour ce qui est des perspectives de condamnation, qu'il s'agisse des personnes les plus atteignables ou identifiables a priori sur le terrain, et encore plus, j'imagine, pour des personnes comme Vladimir Poutine. Voilà. Simplement, je voulais savoir, vous avez dit que la communication, la saisie en fait, de la CPI n'avait pas valeur de plainte, au sens où on peut l'entendre. Du coup, quelle est la valeur du mandat d'arrêt international qui vise Vladimir Poutine? C'est-à-dire, je vous pose une question idiote, parce que je ne connais pas la réponse, mais je veux dire, quand on parle de mandat d'arrêt, on imagine qu'il y a des gens qui partent à la poursuite de cette personne. Et que voilà, on est d'accord que ça, c'est complètement inopérant dans notre cas, et qu'à moins qu'il se rende un jour, ou que quelque chose fasse qu'il soit complètement destitué, il n'apparaîtra jamais devant la Cour pénale internationale. Et du coup, quid d'un tribunal pénal international? Est-ce que lui a la capacité de convoquer ou pas? Et, pardon, je finis après citer, je voulais savoir, parce que, outre la CPI, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la compétence universelle qui permet à des États de se saisir de situations, de dossiers, enfin de crimes de guerre. Et est-ce que c'est bien à ce titre, éventuellement, que la France ou d'autres pays travaillent également sur des dossiers de cette nature? Voilà. D'abord la question concernant les qualifications juridiques, donc entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Effectivement, quand on se place devant la Cour pénale internationale, ce sont la base textuelle, c'est le statut de Rome. En revanche, on peut également se baser en France. Ce sont des crimes qui sont dans le code pénal français et qui sont dans des codes pénaux dans énormément d'États et qui peuvent avoir des définitions un petit peu différentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est à peu près la même. Donc, pour le crime contre l'humanité, peut être commis en temps de conflit armé ou en temps de paix en soi. C'est une attaque systématique ou généralisée à l'encontre d'une population civile. Ça, c'est l'élément contextuel. Il faut qu'il y ait caractérisé cette attaque systématique ou généralisée contre une population civile. Et ensuite, il y a un nombre, ce qu'on appelle des infractions sous-jacentes, c'est-à-dire des infractions on pourrait dire de droit commun, qui, prises dans ce contexte-là, d'attaque systématique contre une population, deviennent un crime de guerre. On parle du meurtre, du viol, voilà, des infractions qui sont des infractions que l'on peut connaître de droit commun, et qui, prises dans le contexte de l'attaque systématique contre une population, généralisée contre systématiquement, c'est-à-dire organisée, planifiée politiquement, deviennent un crime contre l'humanité, avec une notion d'ampleur, évidemment. Pour le crime de guerre, il faudra qu'il y ait un conflit armé, international ou non, c'est-à-dire que, par exemple, une guerre civile n'est pas un conflit international a priori. Il peut y avoir des crimes de guerre dans ce cadre-là.
Et de la même manière, il y a une liste d'infractions sous-jacentes qui deviennent des crimes de guerre quand elles sont commises dans ce cadre-là. Et c'est lié aux conventions de Genève, dans le sens où cela reprend les interdits des conventions de Genève, les plus importants, que l'on va criminaliser. C'est-à-dire que lorsque l'on va violer ces interdits-là des conventions de Genève, le droit pénal international est là pour les criminaliser et attribuer des responsabilités individuelles. Ça, c'est une première chose. Donc, deux qualifications qui sont différentes. Le génocide en est une troisième. Ensuite, pour la communication. Effectivement, ça n'a pas de valeur de plainte, c'est-à-dire qu'une plainte en France, c'est la victime directe de l'infraction qui porte plainte. Et voilà. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, il n'y a pas de partie civile, comme la partie civile qui peut être reconnue, qui a un statut judiciaire, qui a accès à la procédure, qui a accès au dossier. Nous, lorsque l'on fait une communication, on n'a pas accès au dossier, on ne représente pas des victimes directes. On pourrait, mais on ne le fait pas, en l'occurrence, on ne l'a pas fait. Donc, il ne s'agit pas d'une plainte. La valeur d'une communication, elle a une valeur d'alerte du bureau du procureur. Elle a des valeurs très différentes d'ailleurs, suivant les situations. On parle de la situation en Ukraine, c'est une situation où il y a déjà une enquête officielle du bureau du procureur, où il y a des enquêteurs sur place, on le sait, mais il y a des situations devant la CPI où il y a beaucoup moins de choses que l'on sait, parce que beaucoup moins de communication de la part du bureau du procureur, et la communication peut également émaner de la société civile pour n'importe quel pays qui ne ferait pas l'objet d'une enquête, pas du tout, même pas d'un examen du bureau du procureur, mais où une ONG, une association, aurait des informations selon lesquelles des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale seraient en train d'être commis ou auraient été commis et portent à la connaissance du bureau du procureur ces crimes-là. Donc c'est cette fonction un peu hybride de la communication qui permet de communiquer avec le bureau du procureur, de lui donner des éléments. Et ces communications ne sont absolument pas confidentielles, enfin ça dépend lesquelles évidemment. Si l'on donne des éléments de preuve qui sont confidentiels, des témoignages qui sont confidentiels, bien sûr elles le sont. Et le bureau du procureur garantit cette confidentialité avec justement cette plateforme Internet qui est sécurisée. En revanche, dans notre cas, il s'agissait d'une plainte avec des sources ouvertes, donc absolument pas confidentielles. Pour le mandat d'arrêt, jamais, en tout cas jamais jusqu'à maintenant, et je ne pense pas une Cour pénale internationale, un tribunal pénal international aura une force de police dédiée, une force militaire dédiée lui permettant d'aller chercher les personnes. Ce qu'a la Cour pénale internationale, c'est un statut qui repose sur la coopération de ses États membres. C'est-à-dire que tous les États membres de la Cour pénale internationale, du statut de Rome, qui ont signé, ont l'obligation juridique, ça reste une obligation juridique, avec pas énormément de sanctions attachées au fait d'enfreindre cette obligation, mais de coopérer avec la Cour, et donc d'arrêter la personne qui est sous mandat d'arrêt et de la remettre à la Cour pénale internationale. Et l'on voit, je mentionne simplement ça, avec l'Afrique du Sud, qui lors des sommets des BRICS avait commencé par dire, qui est membre du statut de Rome et qui donc a l'obligation d'arrêter Vladimir Poutine, avait commencé à dire « je ne le ferai pas ». Je ne le ferai pas, je ne vais pas risquer une guerre avec la Russie pour ça. Puis bon, ce n'est pas trop mon intérêt en ce moment, je ne le ferai pas. Mais où il y a eu quand même un revirement lorsque, dans ce pays-là, une juridiction nationale sud-africaine a dit, bien si, vous avez l'obligation. Et donc elle était obligée par son droit interne. Et là, l'exécutif s'est trouvé un peu coincé parce que c'est un pays où l'on respecte quand même les décisions de justice de son propre pays. Et donc, finalement, il y a eu un accord pour que Vladimir Poutine ne vienne pas. Mais voilà, ça reste quand même une contrainte assez importante qui pèse sur ces dirigeants-là. Ah oui, et puis pour la compétence universelle. La compétence universelle, c'est donc la possibilité que se sont reconnus certains pays, dont la France, de poursuivre et juger des crimes particulièrement graves. On parle des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre, de crimes de torture, alors même qu'il n'y a aucun lien de rattachement avec la France. Ni victime française, ni auteur français, ni évidemment sur le territoire français. Il y a des conditions qui sont attachées, qui sont des conditions qui diffèrent suivant les crimes, mais qui peuvent mettre des freins assez importants, notamment la condition de résidence habituelle de la personne en France. C'est-à-dire qu'une personne qui est visée par une plainte, par exemple pour crime contre l'humanité,
devant les juridictions françaises et qui ne seraient pas françaises, etc., doit avoir ce qu'on appelle une résidence habituelle en France pour que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre. Et ça peut être une maison de vacances, le fait que les enfants de cette personne font leurs études en France et que du coup elle vient très régulièrement en France, voilà, des choses comme ça. Donc il y a des freins. Des freins qui sont là parce qu'on ne veut pas qu'une association ait l'idée de porter plainte contre Xi Jinping aux prochaines fois qu'il vient en France et qu'on l'arrête. Voilà. Donc ces freins-là qui sont mis en place. Voilà. Il y avait une question. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais suivre sur l'intervention de Véronique Naoudra. Je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qu'elle nous a proposé pour la réflexion. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait transformer ou agrandir, ou je ne sais pas, dans le droit international, introduire cette notion de seuil de transgression et finalement de tenir compte du moment où la guerre n'est plus la guerre, mais l'empire du mal. C'est ce que vous avez expliqué, la cruauté, il y a un moment où c'est plus possible. Et par exemple, est-ce que par exemple on pourrait imaginer que au Conseil de sécurité, l'empire du mal ne siège pas quand on parle de lui? Juste un point, il se trouve qu'on a fait un texte là, quand le criminel siège au sommet de l'institution, censé l'empêcher de nuire. Donc il rejoint un peu ces... Disons que ce que j'essaye de faire, n'étant ni juriste, et on a tellement besoin des juristes, et n'étant pas non plus, comment dire, complètement dans le monde des victimes, complètement, mais enfin très proche, puisque c'est faire des descriptions qui puissent aider le droit, peut-être, à être plus robuste sur certains points. Par exemple, les crimes, définir les viols en temps de guerre systématiques comme des crimes contre l'humanité, l'anthropologue peut dire, sont des crimes contre la filiation, comme l'enlèvement des enfants, sont des crimes dirigés vers l'avenir d'une population. Donc c'est des crimes, dans le mot génocide, il y a gêne, et dans le viol, il y a bien cette idée qu'il y avait dans les viols en ex-Yougoslavie de faire l'enfant de l'ennemi. Et donc, cette idée... Donc les sciences sociales modestes, artisanes, qui ne font... Enfin, moi, je ne propose que des hypothèses, que de réflexion, des pistes de réflexion, mais quand même pour aider le droit, peut-être à être parfois plus robuste sur certains points, comme par exemple définir les viols comme crimes contre l'humanité, pas seulement. Et disons que, alors, donc je ne pense pas qu'on puisse utiliser juridiquement la notion de seuil. Par contre, si les Français avaient eu plutôt la perception d'un régime au Kremlin avec l'arrivée du président actuel à Moscou, dans les conditions où il l'a fait, si vraiment sa façon de faire, c'est-à-dire d'utiliser à chaque pas, et les crimes contre l'humanité, les crimes commis dans la guerre de Tchétchénie étaient effrayants. Bon, bref. Et donc, si vous voulez, avec cette même dose de destruction, etc., c'est-à-dire que cette dimension d'usage politique du faire mal, pas seulement dominer, dévorer, voler, et puis après, on voit comment on négocie, mais vraiment faire mal, vraiment. Et l'usage politique, donc, de ce que j'ai appelé de la cruauté, si on en avait conscience, on comprend mieux qu'en face de nous, on ne peut pas lui faire confiance. Premièrement, ne lui faites pas confiance. Quand il dit « je ne vais pas attaquer un truc », vous dites « il va attaquer », même vous renversez. Déjà, ne pas faire confiance, puisque leur fonctionnement, c'est justement faire de ce que nous, on appelle la laideur morale, un exploit. Un signe de positivité, de virilité, d'un supplice, d'une torture, ainsi une performance, quelque chose de noble, de formidable. Donc il faut comprendre ça, et de blouser autrui dans des conditions infâmes, de mensonges, et de trahir sa parole à chaque pas. Il faut comprendre qu'on a des gens comme ça en face de nous. Donc ça change un peu le... Voilà, c'est plus utile en politique que pour le droit, un peu ce que j'essaye de faire.